Donc, le premier, donc, exprimer l'impédance complexe d'un polaire en polaire et rectangulaire d'un condensateur. Là, évidemment, vous avez les informations qui se trouvent dans le cours concernant ce condensateur. Qu'est-ce que vous avez vu par rapport au condensateur à quoi correspondait un condensateur ou à la formule, qu'est-ce qui représentait un condensateur en signal alternatif? Pour ça, il faut avoir pardon? Oui, dans certains cas, oui. Pour ça, il faut avoir relu un peu le cours. Vous n'avez pas relu le cours, je suppose, depuis la semaine dernière? Il y avait une partie réelle et une partie imaginaire. Pour un condensateur pur, non. Un condensateur pur, ce n'est qu'une partie imaginaire. Ce qui, dans la réalité, on est d'accord, n'est jamais le cas. Dans la réalité, c'est toujours un condensateur. Un condensateur a toujours une petite résistance et une partie capacitive. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la partie capacitive, on va remonter à la bonne page, ça sera plus simple. La partie capacitive, si ça veut bien. C'était ici. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'en fait, elle induisait un déphasage de 90 degrés du courant par rapport à la tension. Okay? Donc c'est la tension qui a un retard de 90 degrés sur le courant. Okay? Ça est lié en fait à l'impédance du condensateur qui est représentée par quoi? Par moins J sur oméga C. Oui. Vu la multiplication par moins J qui retarde 90 degrés. Exact. Voilà. C'est exactement à ce moment-là. Exactement. Non mais justement, vous voyez, vous êtes en train de voir ça en maths pour le moment, justement. Non, j'ai l'année passée. Enfin, l'année passée. D'accord, ok. Ouais, non, en fait, c'était même pas voulu. Ok, donc ce moins J qui apparaît dans la formule de l'impédance de la capacité induit un retard de 90 degrés. Toujours tension par rapport au courant dans ce cas-là. Okay? Alors que, à l'inverse, pour une self, qu'est-ce qu'on a vu? Ça c'était, quelle était la valeur de l'impédance de la self? Plus J alors. Oui, plus J, fois quoi? Fois oméga, fois L. Okay? Donc d'un côté, l'impédance de la capacité, l'impédance de la self, la petite feuille de résumé, vous vous souvenez, il y avait une petite feuille de résumé intéressante. Vous prenez l'inductance de la self, oméga L, sous-entendu fois J. Évidemment, ici, c'est juste la partie réactance, donc la partie imaginaire dans l'impédance. Okay? Alors que pour la capacité, la réactance, c'est moins E sur oméga C. Okay? Donc le moins signifie induit un retard ou une avance de phase de pi demi, okay? Ou de 90 degrés. Okay? À chaque fois qu'on multiplie par J, mais ça justement, c'est un truc que vous avez dû voir justement au cours de maths, chaque fois que vous faites fois J, vous faites sur le cycle tréométrique une rotation de pi demi. Okay? Chaque fois. J, donc c'est E, fois J 90 degrés, fois J 180 degrés, fois J 270 degrés, fois J 360 degrés ou 0. Okay? Donc, et qu'est-ce que vous avez vu également? C'est que J fois J, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins E. Okay? Deux rotations, J fois J, vous avez moins E. Forcément, vous êtes à l'opposition de phase, donc vous avez un nombre négatif. Fois encore J, ça nous fait moins J. Et là, vous êtes de nouveau en opposition de phase vers le bas. OK? C'est clair, ça, cet aspect rotatif lié, tout ça est induit dans le fait que la réactance, donc la partie imaginaire du composant passif que l'on a vu, était proportionnelle dans le cadre de la self à oméga et à L, donc à son inductance, la représentation physique, la grandeur physique qui représente
la self. Pour la capacité, c'est la même chose, sauf qu'on ajoute un moins A. C'est moins, en fait, c'est pas moins A, c'est 1 sur J oméga C. Et qu'est-ce que vous avez vu? C'est que lorsque vous passez votre J du dénominateur au numérateur, vous deviez lui ajouter un moins. Ok? Vous vous souvenez de ça? Vous avez dû voir ça en mathématiques. Donc 1 sur J égale moins J. Vous avez vu ça? Si vous avez vu les complexes avec ma collègue illustre ici à côté, vous avez dû normalement voir que moins 1 sur J égale moins J. Et ça paraît logique. Puisque vous savez que J fois J, ça vous donne moins 1, bah, si vous divisez J par J, ça vous donne également, ça vous donne moins J. 1 sur J égale moins J. Ok? Puisque chaque fois que vous faites une multiplication, vous faites un quart de tour. Si vous faites une division, vous faites un quart de tour dans le sens contraire, dans le sens horlogique dans ce cas-là. Et non dans le sens anti-horlogique, dans le sens trigonométrique, sous-entendu. Ok? Je ne parle pas dans le vide, rassurez-moi. Non, ça c'est dans le sens du coup. Horlogique, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'anti-horlogique, donc si vous faites 1 sur J, vous faites une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous faites J, vous faites dans le sens contraire, donc à savoir le sens trigonométrique. Ok? Et j'essaye de faire très attention, moi, de le faire dans le bon sens, c'est-à-dire dans votre sens à vous. Ok? C'est d'autant plus compliqué que je dois tout inverser par rapport à l'anti-horlogique et l'horlogique. Okay? Mais donc, division, c'est sens horlogique, si multiplication, sens anti-horlogique. Et donc, si on fait un anti-horlogique, on peut dire que ça fait moins J. 1 sur J égale moins J. Et donc ici, c'est la même chose. 1 sur J, l'impédance, la valeur de la réactance de la capacité, donc la partie imaginaire de la capacité, c'est 1 sur J oméga C. Et or, on a vu que 1 sur J, c'était moins A, enfin c'était moins J, pardon, donc ça fait donc moins J sur oméga C. Ça, c'est la partie. Donc, de nouveau, ça dépend de quoi? Ça dépend de la capacité, c'est-à-dire la grandeur physique liée au composant étudié, et l'autre, c'est lié à quoi? Au oméga. Et c'est quoi oméga? C'est la pulsation. C'est-à-dire pas tout à fait. Pas tout à fait. La pulsation, c'est pas la vitesse angulaire? C'est la vitesse angulaire, exact. Donc 2 fois pi fois la fréquence, vous obtenez effectivement la vitesse angulaire. En radians par seconde, si vous voulez le convertir en tours par seconde, il y avait le petit rapport 360, 3600 sur, etc. etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exercice qu'on avait fait ensemble pour convertir un élément je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 3000 radians par seconde, et on s'apercevait qu'en fait les 3000 radians par seconde correspondaient aux 54 en fait. Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon. Donc, si on revient à ceci, donc on a vu qu'on a une réactance moins 1 sur oméga C, que l'impédance globale donne donc 1 sur J oméga C ou moins J oméga C, ou 1 sur oméga C avec un déphasage de 90 degrés, mais de moins 90 degrés. Toujours courant par rapport à tension. Hein. Autrement dit, ici, c'est U qui est en retard sur I. Dans l'autre cas, c'est I qui est en retard sur U. Ok? Vous avez U. Si c'est ceci U, ça c'est I, ça c'est I, pourquoi? Pour une capacité et pour une inductance. Ok? Bon. Alors, pour le système que vous avez ici, si on revient à l'exercice qui était demandé, ben, exprimer en complexe, donc exprimer l'impédance complexe en polaire et rectangulaire d'un condensateur. Ben, en fait, c'est ceci. Hein. Vous avez la réponse juste ici au-dessus. Hein. En complexe, 1 sur J oméga C. En polaire, 1 sur oméga C avec un déphasage de moins 90 degrés. Ça, c'est la représentation
polaire et rectangulaire de la capacité. OK? Ensuite, la deuxième partie, on vous demande quoi? De tracer l'évolution du module de cette impédance en fonction de la fréquence. Ça, vous l'aviez un petit peu plus haut dans le cours, dans le sens où, comme c'est 1 sur J oméga C, l'évolution, la voilà, l'évolution de XC en fonction de la fréquence. Votre fréquence augmente de manière linéaire, votre impédance va diminuer de manière non linéaire, 1 sur. OK? Ça, c'est l'évolution de l'un par rapport à l'autre. On avait vu que pour l'impédance, c'était l'inverse. C'était pour l'évolution du courant, on avait une évolution, si vous revenez sur l'inductance, pardon, décidément, parce qu'elle est résistance pure, inductance pure, voilà. Ici, pour une évolution linéaire, vous avez une évolution du courant qui, elle, est inversement linéaire. OK? Donc, vous avez vraiment le pendant capacité-inductance. C'est ce qui va nous permettre d'introduire la notion de filtre, puisque à certains moments, celui qui sera prépondérant d'un point de vue impédance, ce sera la capacité, et d'un point de vue, à d'autres moments, d'un point de vue fréquence, ce sera l'inductance. Et on va voir qu'à un moment donné, soit on va couper toute la partie qui nous intéresse, soit on va amplifier toute la partie qui nous intéresse, soit on va couper toute la partie qui nous intéresse. Donc on va pouvoir essayer d'aller choisir exactement ce qui nous intéresse en fonction du montage qu'on verra plus tard, L, LC, RLC, okay, qui sera le système de base d'un quoi? D'un filtre. Merci. Exact. Donc si vous revenez sur exercice, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Préciser son comportement en très basse fréquence à très haute fréquence. Ça, c'est ce qu'on vous disait. Qu'en très basse fréquence, voire en continu, ça équivaut à quoi? À un circuit ouvert. Et à l'inverse, en très haute fréquence, ça correspond à quoi? À un bout de fil. Exact. Okay. Ce qui est logique, hein? Puisque un bout de fil, c'est une résistance nulle. Et on a vu que l'impédance, c'était 1 sur J oméga C. Plus oméga va être grand, plus le Z va être petit. On augmente l'oméga, donc forcément on diminue le Z. Donc, plus le Z va être faible, plus il va se rapprocher de 0, plus vous allez avoir quelque chose qui ressemble à un bout de fil. OK? Alors, calculer la capacité du condensateur parfait s'il est élémenté sous 24 volts 50 Hz absorbant un courant de 0,4 ampères. On va prendre un petit truc, on va l'effacer. Donc toujours, pour commencer, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Un des 5 en long discours. OK? C'est ça qu'on nous dit en fait. Alimentation 24 volts 50 Hz. 24 volts 50 Hz. On a une capacité qui fait on ne sait pas combien, C. Et on a un courant de 0,4 ampères. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme loi ici? Donc en gros, c'est... Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme loi ici? Quelle est la loi pour pouvoir retrouver l'information qui nous importe? Je ne sais pas, midi à 14h. Alors, quelle loi est-ce qu'on peut utiliser quand on a un courant, une tension et qu'on cherche une impédance? Donc la loi de... Merci, quand même. Donc, U égale Z fois I. Je dis bien Z ici. Hein. Okay? Il s'agit d'une impédance complexe, donc qui regroupe une résistance et une capacité. Dans l'exercice ici,
on ne fait pas intervenir la capacité. Pardon, la résistance. La résistance ici, elle est considérée comme nulle. On considère que la capacité est parfaite. On verra à terme que ce n'est jamais le cas. Mais ici, capacité parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît U, on connaît I, donc on sait calculer Z. D'où Z égale à U sur I, c'est égal à quoi? À 24 sur I 0,4. Donc c'est égal à combien? Alors, c'est égal à combien? Sans machine à calculer. 600. 600 quoi? 600 ohms. D'accord. Donc 24 divisé par 0,4, ça fait bien 600. 60 ohms, bien sûr. 24 divisé par 4, ça fait 6 fois 10. Hein. Donc, ça, je peux rien pour vous, c'est du mathématique de primaire, ça. Okay. Mais bon, vous pouvez mettre la machine à calculer si vraiment vous avez un doute. Quoi. Okay. Donc, ça fait 60 ohms. Bon. 60 ohms. OK. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z égale 60 ohms. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une capacité pure. Donc, qu'est-ce qui me manque là? « 90 » moins 90. Moins 90. OK? Ça, c'est l'expression de la capacité. Mais ce qu'on nous demande, nous, ce n'est pas l'impédance. Parce que l'impédance, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'elle changeait systématiquement en fonction de la fréquence. OK? Vous êtes d'accord, ça? Donc, il va falloir retrouver J. Pardon, pas retrouver J. Retrouver C. On sait que Z égale à quoi, non, quoi aussi? Moins J. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Sur oméga C. OK. On a tout ou on n'a pas tout? Qu'est-ce qui nous manque? Oméga. Et oméga, il vaut combien? 2 pi fois F égale à 314 radians par seconde. Pourquoi 314? Allez-y. Pourquoi 314? 50 Hz fois pi fois 2. 50 fois 2, 100 fois 314, 314. Le 314, vous allez en bouffer toute votre vie chaque fois que vous serez du circuit de ce type-là. Parce qu'évidemment, 50 Hz, c'est la base. OK? Ne notez pas pour le moment, je vous laisserai le temps de noter après. Essayez de comprendre ce que je raconte. Et essayez de répondre à la question. Je vous aurai de toute façon tout de la vidéo et je mettrai les photos de la vidéo et vous aurez tout le truc. Donc si même vous voulez réécrire après, il n'y aura pas de souci, je mettrai la photo également du tableau. Donc, moins J sur oméga C. Donc, on a Z, on a 60, égale moins J. Ça correspond à 90, on peut à la limite laisser tomber, puisqu'on cherche ici quoi? Valeur absolue, évidemment. Hein. OK? Bon. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire tomber ceci. On a donc que 60 fois oméga égale 1 sur C. D'où C égale à 1 sur 60 fois quoi? Oméga, donc 314. Ça fera combien ça? Ça par contre vous pouvez pour une machine. Tout ce qu'on avait au bouquet, 53 microfarads, je crois que ça correspond à peu près. OK? C'est bon pour tout le monde, c'est clair?
C'est pas très compliqué, hein, c'est systématique. C'est une application bête et méchante de la loi d'Ohm, toujours. La seule chose qui intervient et qui peut être gênante de temps en temps, c'est le moins j. Mais comme la plupart du temps, vous allez devoir chercher la valeur de la grandeur, la valeur absolue, le j va pouvoir sauter. Ok? Bon. Ben, je vais faire la petite photo et je vais vous laisser répondre au questionnaire numéro 2. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait? Le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir une impédance complexe polaire rectangulaire, et on nous demande de tracer l'évolution. Donc, inductance, J oméga L, ça, d'accord. En polaire, attention en polaire, ce sera... C'est l'inverse, hein? Donc c'est l'inverse, il faut inverser polaire et rectangulaire. Mais ce n'est pas bien grave, ok? Alors, ensuite, on voit effectivement l'évolution du courant par rapport à la fréquence et l'évolution de l'impédance, ok? Ensuite, on prend l'exemple de nos 240 volts, c'était 240? Ah oui, 240 volts 50 Hz, et on demande de calculer l'impédance. L'impédance est donc de 200 ohms, 200 ohms purement rectangulaire, donc avec un déphasage de 90 degrés. Okay, attention que ce sera comme ça. Okay, le Z, c'est une valeur absolue. Hein. C'est la grandeur qu'on demandait ici. Ce n'est pas le déphasage. Okay, ça, c'est important aussi. Hein. N'oubliez pas pour que ici, il s'agit d'une valeur absolue. Hein. C'est la grandeur du vecteur. Parce que quand on va commencer à rentrer dans des éléments qui ne sont pas parfaits, à savoir l'addition d'une capacité et d'une petite résistance interne, ou l'addition d'une self et d'une petite résistance, ou l'addition d'une self, d'une capacité et d'une résistance, là forcément, on va arriver dans des éléments qui sont des fois bizarroïdes. Donc, les valeurs que l'on va rechercher seront indépendantes de l'angle qui induiront le déphasage spécifique à chaque composant, ou à chaque association de composants. Alors, 200 ohms, et puis alors on fait la petite modification, J oméga L, on obtient 0,637 Henry, et c'était la valeur à peu près qu'on devait trouver, oui c'était ça. Ok, donc 200 sur 314, 0,637, 2 par 3, ça fait, bah oui, 2 tiers, ça fait bien 0,6, on est bien d'accord. Ok? Bon, bah bravo. Alors au suivant, qu'est-ce qu'a fait le 3? Oui? Bah. Le Sortino va pouvoir aller au tableau. Ouais, je vais juste faire une petite photo de ce qui a été fait ici pour le mettre dans le cours. Ok. Donc le numéro 3, c'était juste du calculus. C'était juste du calcul. Ok? Où on nous demandait de calculer quoi? La fréquence. La fréquence. D'accord. Au niveau des exercices suivants, ce que je vous demanderai de faire pour une question de facilité, ce sera de noter tout en notation ingénieur. Est-ce que vous savez ce que c'est la notation ingénieur? Avec les 10 exposants moins, ou 10 exposants plus. Exact. Donc, je vais renoter tout ça. Ça vous sera beaucoup plus facile. Ça vous évitera de vous tromper. Plutôt que de mettre des 0,002, merde, j'ai un 0 de trop, j'ai pas 0 de trop. C'est toujours mieux de le remettre sur une base kilo, méga, etc. etc. C'est plus simple.
Ouais, mais c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Le tout est de ne pas se tromper. Quand c'est des millis, ça va encore. Dès le moment où ça commence à devenir des nanos, ça devient plus gênant. Quand on doit remettre tous les zéros. Ouais. Monsieur Jaï, vous avez fait le 4? Oui? Vous allez faire le 4 après alors? Ouais. Ok. Donc, on nous donne bien effectivement une inductance de 150 mA pour une tension de 24 volts à une fréquence que l'on recherche. On nous demande de calculer cette fréquence en sachant qu'on a 20 mA de courant. La dôme, de nouveau, la dôme, on s'est retiré le courant, on s'est retiré l'impédance, ok, 1200 ohms. Il faut convertir cette impédance à cette fréquence particulière. Attention que si vous changez la fréquence, on change tout le reste des calculs. Hein. C'est important. Hein. On n'est plus dans le cadre du courant continu où on s'en foutait. Ici, vous changez un paramètre, ça modifie tout. Ok? Et donc on a bien 8000 radians par seconde qui nous fait 1273 Hz. À peu près. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui n'auraient pas compris comment ça marche? Oui? Pourquoi est-ce qu'on peut prendre pourquoi est-ce qu'on peut calculer comme ça? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on peut calculer Z comme ça alors que c'est inéluctant? Bon, là, on l'a calculé comme si c'était une résistance. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important, effectivement. Il s'agit, si vous représentez ça vectoriellement, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre tension, toujours sur l'axe des X. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que comme il s'agissait d'une inductance, vous avez un déphasage de 90 degrés. Ok? Bon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, vous allez avoir votre système qui sera proportionnel par la loi d'Ohm, hormis le déphasage, il sera proportionnel comme dans la loi d'Ohm. U égale RI, U égale ZI. Okay? En ohm à ce moment-là. Okay? La loi d'Ohm est fonctionnelle, elle marche dans tous les cas, que ce soit en alternatif ou que ce soit en continu. Okay? En alternatif, E égale ZI. Donc, si on a notre Z, si on a notre courant, si on a notre tension, on sait calculer notre Z. Okay? Hormis le déphasage, toujours. Hein. Le déphasage, il est fonction du type de composant qu'on va utiliser. Mais on n'en tient pas compte pour le moment. C'est quoi? C'est en fait, qu'est-ce qui caractérise un vecteur quelconque? Donc, si on a une origine, si on a un vecteur, qu'est-ce qui le caractérise? Sa grandeur, son point d'origine, mais ça on l'a toujours, c'est l'origine de notre cercle géométrique. La grandeur, sous-entendu le Z. La direction, effectivement.
mais c'est toujours du poids d'origine vers quelque chose qui va être le cercle trigonométrique, et l'angle alpha, non, c'est phi. Et le déphasage. C'est pas le déphasage qui nous intéresse, puisqu'on sait qu'ici, par défaut, puisque c'est pur, ce sera du plus de 90 degrés. Ok? Mais c'est la grandeur qui représente l'ohm. Ici, en l'occurrence, l'exemple est mauvais, évidemment, puisque les déphasages, en fait, les ohms, ils seront là, en fait, hein, clairement. Ok? Donc la valeur, la grandeur du vecteur est en ohm. Par contre, ce qui la caractérise est lié à la physique, aux matériaux utilisés et au type d'inductance que vous avez. Et là, par contre, c'est la valeur en Henry est évidemment proportionnelle à quoi? Proportionnelle directement au Z, qui est proportionnelle à la fréquence. Si vous avez, si dans le système ici, on change par exemple, si on change la tension d'alimentation, on va voir que la valeur ne sera plus la même chose, mais la fréquence va également être modifiée. Ça va? Mais la valeur, la grandeur du vecteur qui représente l'inductance est en ohm. Par contre, ce qui la caractérise derrière est en Henry ou en farad si on cherche pour une capacité ou une inductance respectivement. Non, une inductance ou une capacité respectivement. Ok? Bon. Tu veux que j'aille? Alors, exercice 4. On nous rappelle quoi? On nous demande quoi? Ah, évidemment. Hop. Donc, exercice 4, on nous demande le courant qui traverse une inductance de 0,2 Henry pour une fréquence qui nous est donnée, 400 Hz, et pour une tension qui nous est donnée, 200 volts. De nouveau, la dôme. Vous voyez qu'on tourne en rond, hein, c'est chaque fois la même chose, on change chaque fois un petit paramètre et c'est tout. L'exercice suit, après l'exercice 5, on va faire un exercice ensemble qui sera lui le rapport entre deux composants l'un avec l'autre, résistance et capacité. Pour commencer. C'est ça que vous avez fait? Oui? Vous allez le faire un peu aussi alors? Oui. Pardon? Pardon? Vous cherchez quoi? Tu veux utiliser un autre couleur? Non. Interdit. Parce qu'il n'y a pas. Bah oui, évidemment, pas de problème, bien sûr. La seule chose, c'est que vous ne pensez pas à votre petit collègue. J'oublie chaque fois, c'est le vert ou c'est le rouge chez toi? Ce sortino, c'est le vert ou le rouge que vous ne voyez pas? C'est les deux. Ah oui. Mais vous ne les voyez pas du tout, vous les voyez, mais vous ne savez pas les distinguer. Rouge. Je confonds le vert et le jaune, Oui. et je confonds le rouge et le noir. D'accord. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, au tableau ici, si vous écrivez en D'accord. tendance à moins le voir. Ok. Pas le voir, c'est compliqué. D'accord. Ah oui, c'est vert, évidemment. C'est vert sur vert. Ouais. D'accord. Donc, problème de contraste. Ouais, D'accord. c'est ça. Oui, oui. Par contre, le rouge et le noir, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, Ouais. c'est très courant. Ouais. Quand j'avais ma Wii, la toute première Wii qu'ils ont sortie, j'avais toujours la vieille télévision, voilà, et je ne savais jamais si j'avais éteint ou pas, parce qu'il était jaune allumé et vert éteint. Donc
Donc je devais descendre de mon lit, les superposer, j'en avec mon frère, je devais aller pousser manuellement pour avoir du rouge à ce moment-là et avoir un contraste justement entre du vert, du jaune et du rouge. D'accord. Et là j'étais sûr que je l'avais éteint pour la nuit. D'accord. Bah oui. On vous appelle Stadal. Mais en vrai, je me souviens qu'en primaire, les gens pensaient que je voyais pas les couleurs. Non, c'est pas que je vois pas. Ah non, non, vous ne les distinguez pas, c'est pas la même chose, bien sûr. Bien sûr, puisqu'il n'y a plus de filtre. Vous avez un des filtres, une des couleurs qui n'est pas filtrée. On verra ça normalement en deuxième année en optoélectronique. Avec justement le principe, j'essaie d'expliquer sur l'œil le principe du fonctionnement des petits cônes. Parce que ça dépend des cônes, ça. J'ai essayé de rentrer chez les parents à l'époque, il y a 18 ans, et j'ai dû passer mes tests, ça devait être. Et alors, dans les tests, là, vous avez le test habituel pour faire le butin, on vous donne 30 bleus, et alors il faut aller de la couleur à butin à la plus foncée. Et quand j'étais gamin, je devais avoir 8 ans, j'avais passé le test pour le butin parce qu'ils suspectaient, à ce moment-là, ils ne le savaient pas encore, et par hasard, j'en avais fait tomber un par terre. Et je m'étais rendu compte, pour naïf, à 8 ans, genre, je l'ai ramassé, j'ai vu qu'il y avait un numéro en dessous. Donc, bah là, j'ai mis compris celui-là, j'ai essayé de pas tricher pour le test, je l'ai mis à la bonne place, et tous les autres, je me suis débrouillé comme je peux, comme je pouvais. Mais malgré tout, j'ai foiré le test. Mais quand j'ai été à l'armée, je le savais. Donc là, j'ai voulu tricher. Sauf que la dame qui était à côté, qui doit avoir une bonne cinquantaine d'années, ne me quittait pas du regard, elle me disait rien d'autre. Donc j'ai essayé comme je pouvais de la distraire, de poser des questions, de faire plein de choses, mais elle était plus tout le temps à mes côtés qu'autre chose. Je l'ai foiré, évidemment. Et donc, ils vous mettent dans une dernière pièce, et là, c'est un test de précision où ils prennent par infrarouge la mesure exacte. Donc, ils mettent une couleur au hasard à la roulette dans une espèce de microscope. Vous regardez, vous avez deux demi-cercles séparés plutôt dans un petit espace, et avec un œil, vous devez essayer, avec l'autre molette de l'autre côté, de retrouver pile la même couleur. Évidemment, on n'a jamais cliqué dessus, donc il y a un taux de tolérance. J'ai repéré que c'était en rouge. Je ne l'ai jamais retrouvé. Ouais. Et j'ai même essayé de changer d'œil. Je me dis peut-être que le gauche il voit mieux que le droit. Bon. Non. Il voit pas mieux. Non, non. Donc j'ai foiré et j'ai été refusé à vie à cause de ça. Et j'en avais les larmes aux yeux parce que je m'étais entraîné quand même pendant 2 ans physiquement pour pouvoir rentrer à cette époque-là. Bon. Voilà. J'ai fait ma vie autrement. C'est évident, ça. C'est quelque chose qui m'est resté et qui, du coup, j'ai cru que ça allait bloquer les portes à la police. À la Non. police, c'est passé. Non, pas du tout, ça ne pose aucun problème. Et chez les pompiers, j'ai eu peur aussi. Non, ça je vois pas pourquoi. L'armée, ils sont plus gênants parce que eux, évidemment, il faut attention à beaucoup de paramètres du fait que c'est une sélection médicale très intense parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans le cas de la police et des pompiers, on en demande. On accepte même maintenant les petites jeunes filles de 60 kg pour 1,50 m. Donc, Même en tant que test, en tant que test de l'air, normalement, ils doivent avoir une certaine taille et c'est pour pouvoir atteindre les racks en hauteur. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Ouais, Je pensais que c'était surtout pour une question de ligne de. Et en plus de ça, donc, il y a le couloir et puis il y a une petite marche souvent sur les côtés. Donc elles doivent pouvoir monter dessus et avoir un visuel dans les racks au cas où les passagers ouvrent, parce que ça amène un problème de sécurité. Sauf que maintenant, il y a plus de. Ouais. Il faut en mettre 5 ans. C'est quelqu'un d'autre qui va faire. Ouais. Bon. Il me semble bien. Je me dis, c'est bizarre, rien ne correspond. Ok, oui, c'est 200 volts 40 Hz, 400 Hz. C'est pas 24 volts 400 Hz. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est bon. Le développement est bon. Donc il faut modifier simplement les valeurs et remodifier les valeurs de 200 volts. Ouais. Mais dans la police, ça pose beaucoup de problèmes. Le fait d'avoir, j'ai des amis qui sont dans la police en intervention, et le fait d'avoir des femmes un peu frelues, un peu trop légères, ou même des hommes d'ailleurs, mais surtout quand même un peu féminines, ça peut poser des problèmes en intervention. Oui, à un moment donné, il faut y aller et elles ne sont pas souvent prises au sérieux du tout, ne serait-ce que visuellement. Voilà. C'est dommage. Faut se méfier de l'Aikido, comme on dit. On peut tomber sur une ceinture noire 4e dan d'Aikido. Ça peut aider, évidemment. Vous l'avez d'une manière
bien qu'ils sont partis comme si personne ne revenait. Ouais. Ben oui. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous donne une inductance de 200 millihenry. On nous donne une tension d'alimentation de 200 volts 400 Hz, pas 20 volts, pas 24 volts. Quelquefois c'est étonnant. Vous n'avez pas vu que le chiffre que vous trouviez au final n'était pas le même que celui qui était dans le cours? D'accord, bon, c'est pas grave. Et donc, U sur I, oméga L, on a tout ce qu'il faut et on obtient bien effectivement un courant de 0,4 ampères. Est-ce que ça correspond bien avec la fréquence qu'on doit avoir? 2 fois 2400. Oui, c'est juste. Ok. C'est bon. Donc là, vous avez bien, voilà, de nouveau, application bête et méchante du système. Bon, numéro 5. Moi, je peux le faire. Non, votre collègue va y aller. Je l'avais déjà. Mais vous irez faire celui tout à l'heure. Hop. Tu sais que là, je fais rien. Je me pleure, mais je m'en fous. Je peux effacer du coup? Non. Écrivez dessus, ce sera plus simple. Ok. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a on nous demande en fonction d'une mesure, on essaie de retrouver une impédance. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez découvert quelque chose de nouveau sur votre GSM? On peut faire des appels? Mais on parlait des courbes sinusales. D'accord. Ouais. Moi aussi, j'ai toujours aimé les courbes. Les courbes, les monts, enfin tout. J'ai toujours eu le géomètre, comme disait mon prof d'électricité. J'ai toujours adoré les courbes. D'ailleurs, on fête aujourd'hui les 25 ans de Dolly. Vous vous souvenez de Dolly? Dolly. La première, le premier clonage animal que l'on ait réalisé et qui était vivant. C'était une chèvre, une brebis, ou un mouton, je ne sais pas, un mouton je pense, et qui était vivante et qui était le clone parfait des cellules qu'on avait prélevées sur sa mère, enfin, entre guillemets, sur son clone, quoi. Ça a 25 ans aujourd'hui. Et vous savez pourquoi on l'appelait Dolly? Elle est morte quelques heures après, Non, elle a survécu. On a dû l'achever, enfin pas l'achever, l'euthanasier parce qu'elle a développé des problèmes d'arthrose. Elle avait une arthrose prématurée et on ne sait pas très bien pourquoi en fait. Mais ça ce serait des problèmes liés au clonage. Mais vous savez pourquoi on l'appelait Dolly? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Dolly célèbre? Si, il y a Dolly? Oh merde, non, mais c'est possible que j'ai oublié ça, c'est super connu. Dolly Parton. Oui, voilà. Dolly Parton. Vous savez qui c'est Dolly Parton? C'est une chanteuse de country américaine qui était connue pour avoir une grosse paire de loches. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée Dolly? C'est parce que à l'époque, on a prélevé les cellules de clonage. Effectivement, c'était des cellules mammaires qui se reproduisaient assez facilement en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Dolly. Pour l'époque, elle avait une belle paire, oui. C'est toujours mieux de faire le dessin, évidemment, mais enfin bon, non, ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci. Idéalement, oui. Il faut toujours mieux passer par un dessin, c'est plus clair. Ok? Personnellement, avoir des données comme ça, pour moi, Non, c'est bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? De nouveau, indication fournie par un ampèremètre, donc un ampèremètre placé en série. Je ne sais pas pourquoi on le dit, parce qu'évidemment, un ampèremètre, c'est toujours placé en série. Ça n'a pas d'intérêt. On donne pour un condensateur 5 microfarads et on nous dit qu'on nous demande le courant en fait, qui va faire apparaître. De nouveau, gradome, etc.
le même combat habituel. Bon, je vais vous mettre au tableau alors je vais vous mettre au tableau un exemple avec une association de résistance et de capacité. Et vous allez me calculer les paramètres en fonction de ça. Alors, voilà. Exercice un petit peu plus compliqué, on augmente la difficulté. Vous me calculez le courant dans le circuit à 60 Hz. OK? Pour ce circuit-là. C'est une 140 volts. Inductance. C'est une inductance avec une résistance en parallèle, en série. Parce que j'arrive jamais à savoir la différence entre inductance et l'autre. Capacité? Oui. Non, capacité, oui, mais en fait, inductance, j'arrive pas à m'imaginer ce que c'est. C'est la représentation, c'est celle-là, est exactement celle que l'on imagine. Donc on a un noyau, ok, un noyau en ferrite, ou un noyau, non, pas en ferrite, autant pour moi, on a un noyau isolant, et on a un fil qui est enroulé autour. Et c'est fait pour chauffer. Non. C'est fait, en fait, pourquoi? C'est pour, dans un circuit électronique, il va vous servir à faire varier votre circuit en fonction de paramètres tels que la fréquence. C'est 100 nano ou 100 milli 100 milli-Henri. Oui, 100 nano-Henri, c'est un peu court. On n'est pas dans les fréquences suffisantes que les nano-Henri soient utiles. Mais concrètement, ça va permettre de faire varier votre circuit en fonction de la fréquence. Le chapitre suivant, qu'on verra la semaine prochaine, ah non, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, le chapitre suivant, ça va commencer par être l'association et puis filtrer. OK? Et du coup, là jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'était que on pouvait inclure des nombres complexes dans les termes d'un signal alternatif. Oui. Justement parce que sur le signal alternatif, on sait mettre un vecteur. Oui. Le vecteur, on calcule avec sa fonction, enfin pas sa fonction, mais sa forme truc. Sa grandeur. Sa grandeur, il y a deux paramètres pour la grandeur. On le calcule justement avec le truc que j'ai dit le mot il y a 10 secondes. Genre, Les complexes, les nombres complexes, mais donc en rectangulaire, vous voulez dire. Donc soit vous le représentez sous forme rectangulaire, et là vous allez pouvoir séparer la partie réelle de la partie imaginaire, partie réelle qui sera la résistance, partie imaginaire qui sera l'impédance, enfin la réactance de la bobine. Ça c'est en rectangulaire. Et en polaire, vous allez avoir la grandeur de votre circuit en ohms, donc c'est la grandeur de votre vecteur, et le déphasage induit par les deux composants. Et donc en soi, c'est en fonction de ce qu'on veut au final qu'on utilise soit les polaires, soit les rectangulaires. Exact. Comme je vous ai expliqué, on utilisera plutôt les polaires si on doit faire des produits ou des divisions, et on utilisera plutôt les nombres rectangulaires si on veut faire des additions ou des soustractions. C'est plus simple. Des additions par exemple, dans ce cas-ci, avec une. Donc pour l'exercice,
Pardon? Je disais, leur technique se tient, mais la mienne se tient peut-être. Ok. J'ai le Spider Sense. Le Stranger Things, c'est ça que vous avez dit? Le Spider Sense. Ah, le Spider Sense, j'ai compris Stranger Things. Ça, c'est pour dans 15 jours, 3 semaines. C'est combien de temps est-ce que ça sort la dernière saison? Pardon? Ça va être une dinguerie à ce qu'il fait. Bah, d'autant plus que c'est la dernière saison, donc... Moi, je serais pas au cours du tout. Bon, je fais ça. Un petit binge watching, et c'est bon, quoi. Vous le regardez en double vitesse et c'est bon, quoi. Petit slibard, là, en double vitesse. Oui, vous pouvez regarder ça en vitesse accélérée sur Netflix. Ah, moi, j'aime pas du tout. Ah non, sans blague, c'est complètement débile, on est d'accord. Faut profiter, justement. C'est un savourer Netflix. Quoi? Comment ça, vous n'avez pas Netflix? C'est quoi ce bordel? Je veux savoir si je le paye. Pardon? Non, pas du tout. Non, que du contraire, tu sais. C'est bien. Franchement, c'est une grosse perte de temps. Mais c'est malheureusement. Si je veux regarder quelque chose sur série ou film, on a fait un serveur sur lequel YGG Torrent peut-être? Ouais. ça utilise aussi YGG Torrent, mais Torrent. Mais en gros, il a fait un serveur où il y a toutes les photos de mais aussi où il y a tout un système où on peut recommander un film ou une série sur une plateforme et automatiquement, derrière, ça va télécharger ce film ou cette série entièrement, la mettre sur le serveur et on peut la regarder. D'accord. C'est du piratage, vous savez ça quand même. Non, je pense que c'est légal. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Je sais qu'on enregistre, mais on s'en fout. Ouais, je dis ça en rigolant, mais il m'avait parlé d'un moyen qu'il payait un abonnement pour héberger son serveur. Enfin, je n'ai rien compris à comment il a fait, mais qu'il m'avait parlé que c'était compris dedans et que d'une certaine manière c'était légal quand même. Aucune idée, je dirais que Dès le moment où vous avez des choses qui ne sont pas officielles, c'est illégal. De le détenir et de le regarder, etc. c'est ça que je sais pas si c'est officiel ou pas. Tout est légal tant qu'on se Non. Non. La technique du pas vu pas pris, je suis complètement d'accord. Mais non, ce qui est illégal, c'est illégal. Rouler bourré, c'est complètement illégal. Bon. Et on se fait pas attraper, c'est illégal quand même. En plus, c'est plus dangereux qu'autre chose, tout à fait. Bon, eh ben, on va regarder ce que ça donne, hein. Alors, donc, Z égale oméga L. Et moi, si c'est pas bon, je suis d'accord aussi. Mais on est assez fort pour pas devoir le marquer. Enfin, je veux bien le marquer, mais avec motion, c'est quoi le prix de ouf. Il y a de l'idée. C'est pas ça? C'est pas ça, mais il y a de l'idée. Je peux vous mettre ma vraie solution du coup? Quelle vraie solution? Il y a une autre solution Parce possible? qu'ils m'ont dit que c'était ça. Non. Non. Non, mais il y a de l'idée. Franchement, il y a de l'idée. Parce que, juste. Alors, Moi, je me suis fait une petite folie. non. Non. Mais on est toujours dans la même veine. Bon. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, cette partie-là, non, on va le casser tout, ça ne risque de rien. Mais je vous dis, franchement, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Z, pour ce circuit-là, c'est quoi? L'expression de Z, qu'est-ce que ça va être? Z égale J oméga L, oui. Mais attention que c'est le Z global qui nous apporte. Plus la résistance. 10. Attention, oui, mais si 10 plus. Ah, c'est moins de l'autre côté? Du coup, j'ai bon, mais c'est juste l'inverse. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 10, c'est... Évidemment, ici, on va chercher maintenant l'expression sous forme polaire.
Ok? Puisque comme... Donc là, on l'a sous forme rectangulaire, puisque là, c'est la représentation du circuit sur lequel on a additionné les deux impédances propres de chaque composant. Une qui est purement réelle, une qui est purement imaginaire. Là, on peut le faire. On additionne les deux, c'est facile. Si c'était en polaire, ce serait plus emmerdant. Maintenant, on va les transformer en polaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, pour connaître le courant, on doit passer par quoi? Par la loi de... La loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est un produit ou une division, ça dépend dans quel sens on le regarde. Donc, qui dit produit ou division, on est obligé de passer sur le polaire. Ok? Donc, ça, on peut le reconvertir en polaire. Ce sera égal à quoi? Ben, si on fait un petit dessin, à quoi est-ce que ça va correspondre? 10 ohms. Et le J oméga L, ça par contre, vous l'aviez calculé, c'était combien? J oméga L, moi j'avais trouvé 37,7. Donc c'était 37,7. Ça ne paraît pas aberrant parce qu'effectivement, 0,1 fois 400 à peu près, ça fera 40. 40 fois 2 fois 6, ça fait 60, ça fait 200, oui. Et vous avez combien est-ce que vous avez? 37,7. 37,7. Pour J oméga L. Donc je recommence. 2 fois pi, donc on est à 300. Oui, non, c'est juste. Voilà, c'est juste. Donc ici, on aura J, plus J, on va le réécrire, égale 10 plus J, 37,5 ohms. OK? Donc si on reproduit cette partie-là, puisque c'est de l'adduction, c'est plus, OK? 3, 4. On a quelque chose, la résultante des deux, la résultante de l'impédance de la capacité, de l'inductance plus celle de la résistance. On a notre valeur à 10 à peu près ça. Hein. Et bien la résultante, ça va être ceci. OK? Donc on aura une valeur, une grandeur, la grandeur de notre vecteur, et un certain déphasage, phi, qui sera donc représenté sous forme de z phi. Vous êtes d'accord ou pas? C'est la résultante des deux éléments. OK? Qu'est-ce qu'on a vu? Pour la valeur de z, c'est quoi? Vous vous souvenez de l'énorme complexe converti du polaire en rectangulaire? Z, c'est le module. Le modulo de z, c'était quoi? A plus JB. Non. Le modulo, donc la grandeur. La grandeur. Allez, Pythagore, la racine carrée de a carré plus b carré. Et ça, c'est la grandeur de notre vecteur, donc la racine carrée de donc z modulo, en sachant que ça c'est a, ça c'est b, eh bien, ce sera racine carrée de 10 au carré plus 37,5 au carré. Ou 0,7. Ça ne va pas changer grand-chose, mais voilà. OK? Donc, si vous élevez ça au carré, vous faites la racine carrée, vous allez trouver combien? Oui. 38,8. Quoi? Merci. Et maintenant, le déphasage, phi, est égal à quoi? Comment est-ce qu'on le calcule? On fait cos A. C'était pas avec the pi avec 6. Arctangente de... Ah ouais, arctangente de A. Arctangente de A, vous êtes sûr? Reprenez, si vous ne le retenez pas, reprenez le bouquin. C'est allez, une dizaine de pages plus haut que ça. Je l'ai là en plus. Arctangente de X de la réactance sur R. Pardon? Non, ça c'était phi. C'est phi, c'est ça? Donc arctangente de quoi? De X sur R. De X sur R. C'est ça. Donc de B sur A. Exact.
Et ça donne quoi comme angle, ça? Donc 10 sur, de B sur A, donc 37 sur 10, donc arctangente de 0,3. De 0,37. 20.3 20,3 quoi? degrés. À mon avis, votre machine à calculer. Ah oui, elle est pas de nouveau. Ok, bon, vraiment. Ok. 0,35. 0,35 quoi? Radio. Mais ça me paraît un peu bizarroïde. 377, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que 10 au carré, ça fait 100. 37 au carré, ça fait pas loin de 1500. 1500 plus 37 plus 100, ça nous fait 1600. La racine, on est à peu près à 40, hein, approximativement. Voilà. Donc pour l'angle de B sur A, donc 10, B donc 37,5, donc ça fera 4, ça fera 4 en fait, hein. Donc 3,75, ça fera arctangente de 3,75. Ça m'étonne parce que on doit avoir un angle qui est quasiment proche des 90 degrés en fait. Hein. Ouais, j'ai eu 75. 75 degrés. Et c'est logique, si vous reprenez le dessin que j'ai fait ici, 4 parts pour une part, on obtient un truc qui est proche des 90, hein, qui est plus proche des 90 que des 0, ok? Ou des 20, comme on disait tout à l'heure, ok? Donc là, on est, effectivement, donc on aurait 75 degrés, c'est pas aberrant. C'est combien? Ouais, 75 degrés. 75 degrés? Ok. Donc, en résumé, ce sera donc égal à quoi? À 38,8 ohms déphasage de 75 degrés. La représentation que vous avez là n'est pas idéale. Pourquoi? Parce qu'évidemment, elle n'a pas une représentation physique en tant que telle. La vraie représentation physique, c'est celle-là, évidemment. C'est l'addition d'une valeur résistive avec une valeur inductive, physiquement. Ça, c'est juste un mode mathématique. Derrière ça, ça va vous permettre de faire quoi? De calculer quoi? Ce qu'on cherche. Le courant. Comment? De nouveau, loi d'Ohm. U égale ZI, d'où I égale à quoi? U sur Z. U sur Z. Maintenant, on peut le réécrire sous forme polaire. Sous forme polaire, ça va être quoi? Ça va être nos 140 volts, sous-entendu 0 degré, puisque c'est toujours lui la référence, ok? Divisé par quoi? Divisé par 38,8 avec un angle de 75 degrés. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que votre élément... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la blague? Quoi, il a faim? Je sais pas, il a envie de bouffer J'espère pas de moi. Bah, chacun son trip, hein. Tous les goûts sont la nature, il n'y a pas de problème. Donc, 140, comment est-ce que ça va la division de nombres polaires? C'était l'un moins l'autre. Lequel? Pourquoi l'un moins l'autre? Vous parlez de quoi là? Des angles. Des angles, exactement. Les angles. Donc autrement dit, on va avoir 140 divisé par 38, donc à peu près 3,5. Ok? À peu près 3,5, je pense, avec un angle de, comme vous avez dit, on subtrait 0 à 75, 75 à 0 plutôt, ça nous fait moins 75 degrés. Ok? Donc ça veut dire que vous allez avoir un retard du courant par rapport à la tension de 75 degrés. Et c'est logique. L'inductance, d'un point de vue physique, lorsque vous lui appliquez un courant variable, le courant, plus exactement une différence de potentiel variable, le courant va avoir tendance à s'opposer à la variation que vous lui amenez. Si vous lui amenez une variation, il ne va pas aimer. Donc il va retarder les choses au maximum. Donc le courant a toujours un retard
par rapport à la tension dans le cadre d'un circuit inductif. C'est ce qui va se passer avec les moteurs. Vous verrez, dans la majorité des cas, un moteur, c'est un circuit inductif. Vous aurez toujours un retard du courant par rapport à la tension d'un certain déphasage. Ici, on peut avoir des moteurs plus tard dans l'année. Oui, pas cette année, l'année prochaine. Et pas avec mon collègue M. Warnott, mais probablement avec moi. Si je suis toujours là, avec moi, oui. Vous serez toujours là. Ouf. Vous venez d'expliquer très bien une vidéo qu'on a tous vue sur YouTube qui met en place justement les inductances. On nous explique ce qu'est une inductance à partir d'une hélice, Oui, une turbine plutôt, d'accord. avec un circuit parallèle où Oui. on a la turbine en haut Oui, et que le courant préfère prendre le chemin du bas parce que dans un premier temps, il s'oppose et petit à petit, il va commencer à la faire tourner tellement vite qu'à la fin, quand on va arrêter tout, ben, elle va continuer à tourner. exactement, tout à fait. Et à l'inverse, quand vous allez l'arrêter, il va s'opposer à la variation, c'est-à-dire s'opposer à la disparition. Et c'est pour ça qu'on a inventé, on a mis en place en électronique un composant typique qui s'appelle la diode de roue libre. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Oui. Le DRL? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de la diode de roue libre? Si, normalement, c'est en électronique, c'est un des circuits de base que vous devez voir, normalement. Oui, mais pas de Pas encore roue libre. Donc, en gros, c'est le fait de permettre à un circuit, soit inductif, soit capacitif, mais souvent inductif, de se décharger sur lui-même sans gêner le reste du circuit électronique. C'est principalement ça que ça sert. On peut faire ça avec donc, du coup, un condensateur et une diode. Condensateur diode, vous pourrez avoir effectivement la même chose. Le principe la décharge du condensateur, qui se décharge dans lui-même par l'intermédiaire de sa résistance interne, effectivement, ce sera grâce à une diode de roue libre, qui dans un sens laissera passer le courant, dans l'autre, quand le courant disparaît, pour faire disparaître l'énergie rémanente, l'énergie qui reste dans le package, ce sera via la diode de roue libre. Ce sera la même chose ici. Donc, le principe, vous avez compris, je sais pas, j'ai dit 3,5, mais on est à combien exactement si vous prenez la machine à calculer? 3,6, donc j'étais pas loin avec mes 3,5. 3,5, sous-entendu quoi? Ampères, évidemment. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, vous êtes à 3 ampères et demi pour un petit circuit avec 10 ohms et 100 millihenry. Maintenant, refaites le calcul à 50 Hz. Vous reprenez la même chose, vous changez juste les paramètres pour 50 Hz et vous allez voir la différence. Alors ça donne quoi, M. Stella? 4,7 il a dit. Vous résolvez vos exercices sur Excel en fait? Ah, sur Word. Ben, parce que l'avantage en Excel, c'est que vous faites directement la modification et il va automatiquement vous donner les éléments. Mais c'est bien aussi. Pardon? C'est une excellente question que je ne me suis jamais posée. Mais à mon avis, oui, ça doit être un physicien. Encore. Comme tout ce qui concerne l'électrotechnique, c'est souvent des physiciens ou des électromécaniciens, des mathématiciens qui ont donné lieu aux unités, aux systèmes techniques. Il n'y en a qu'une qui est liée à un ingénieur, donc à quelqu'un qui n'était pas un théoricien mais un praticien. C'est le... Non. Ohm, c'était un physicien ou mathématicien sous chimiste. Ohm. Non, avec Galvani d'ailleurs, ils étaient ensemble. Galvani, que vous avez déjà entendu aussi, la galvanisation, ils étaient ensemble. Non, c'est Tesla. Vous avez déjà entendu? C'était un ingénieur de formation et pas un mathématicien. C'est vraiment le gars qui a réussi à lier la théorie avec la pratique. Pardon? Ah, c'était probablement le plus grand génie de toute l'électrotechnique de tous les temps, oui. Et malheureusement, on mort de la misère. Mais on verra ça l'année prochaine, en électronique de puissance. Actuel, donner son nom à quelque chose qu'on a créé, c'est un peu mégalo. Sauf que les unités du système international ont été définies, n'ont pas été données par les personnes de leur vivant. Parce qu'évidemment, le système international est apparu en 1960. En 1960, tous ceux qui avaient, dont on a pris le nom pour l'unité étaient morts depuis longtemps.
Le premier étant Ohm. Ohm, mais vous avez qui? Vous avez Siemens. Siemens, oui, à mon avis, il était repiqué depuis très longtemps. Et le dernier en date qui est mort en 42, c'est Tesla. Il est mort en 1942 dans la déchéance la plus totale. Et on a donné son nom, enfin, on a reconnu, parce que c'est quand même une des unités les plus importantes dans l'électromagnétisme, on lui a donné le nom de Tesla. Mais il était mort depuis longtemps. Il aurait pu se faire de la thune s'il avait été connu ce nom-là. Il aurait pu se faire de la thune, mais il s'est clairement fait entuber par beaucoup de gens, dont notamment Edison. Ouais. Ah oui, il s'est fait prendre pas mal de trucs. Ah ouais, Edison était un gros feu. C'est sur le courant alternatif et le courant continu. Ils n'étaient pas d'accord. On verra ça, je vous dis, il y a un cours, en électronique de puissance, on verra ça l'année prochaine. Il y a un cours hier là-dessus. Ok, alors qu'est-ce que ça donne la modification? 31,4 ohms. Ici? Pour Z? Oui. 72,3 degrés. 4,46 Ampères? Alors, qu'est-ce que vous constatez? On a diminué la fréquence. Pourquoi? On a diminué la fréquence et on a augmenté le courant. Pourquoi? C'est vrai pour tout le monde. Hein? Qu'est-ce qui justifie le fait d'une augmentation de courant? La diminution d'une impédance. Plus l'impédance est faible, plus le courant va monter. L'impédance étant directement liée ici à quoi? À la fréquence. La fréquence, on la diminue et on sait que c'est oméga L, l'impédance. L'impédance, oméga L, plus quelque chose, et la partie réelle, elle ne bouge pas. Mais la partie imaginaire, on diminue la fréquence, et comme on sait que sa partie impédance, la réactance, est directement proportionnelle à la fréquence, si elle diminue, elle diminuera proportionnellement. Et donc, comme ça diminue votre impédance, ça augmente le courant. Donc vous voyez qu'en ne changeant aucun paramètre, on passe d'un élément électrique qui est prévu pour fonctionner en 50 Hz, en 60 Hz, vous le diminuez et vous le mettez en 50 Hz, plus grosse consommation, sans rien changer. Oui, mais il faut en être conscient. Il faut être conscient qu'effectivement, on a une grosse modification de courant et ça peut être très intense. On va voir à un moment donné, dans le cadre des fils, qu'on peut avoir des pics qui sont ultra intenses. Hein. Alors, je vais faire une petite photo de ce circuit et on va pouvoir passer. Oh, vous pouvez peut-être faire une petite pause, parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 heures qu'on parle là. Oui, peut-être pause de 5 minutes, ouais. Donc, pour l'exemple ici, qu'est-ce que ça va changer? En fait, pas grand-chose. Pourquoi? Pardon? Exactement, ça vous allez voir effectivement pourquoi. Donc, si vous prenez votre système ici, qu'est-ce qu'on a vu? 10, ce sera la partie réelle, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est la partie imaginaire. 1 sur oméga L, donc ça fera 10, plus J fois oméga L, il reste le même. C'était combien 34 Oméga c'est 377, mais oméga L 37,7. 37,7. Et le nouveau c'est Plus 1 sur oméga T, donc 1 sur 377 fois 10 fois 100, 10 moins 6, donc ça fera 100 micros, ça fera combien? Pardon? Oui, 0,377, c'est ça. Si on repasse de l'autre côté, ça fait 3. Ok? 37, ça nous fera à peu près 40. À peu près, hein. J, ça fait combien exactement? J. exactement ça fait 11, Non. Non, le total des deux, ça va faire une quarantaine, 40 à peu près. Non? 11,17. Ah non, oui, pardon, c'est moins. C'est moins. Donc ça fait 33, non? Moi j'ai
Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou alors je me trompe d'un chiffre, mais... C'est 37,7 moins 1 sur... Ici, l'oméga, on a vu 377 fois 10 moins 3. 10 moins 4, oui, non, pardon, c'est 100 fois 10 moins 6, pardon, 100 fois 10 moins 6. Oui, donc 100 fois 10 moins 6, ça fait, donc c'est pas 0,37, c'est 0,037. Donc là, je suis d'accord avec vous alors. C'est 37,7 moins 1 sur 0,037, donc ça fait une trentaine, quoi, à peu près. 26,5, 26,5. Donc ça nous fait 10 plus J fois 11. Donc rien qu'avec l'addition d'une petite capacité, sans rien changer, hein, c'est une toute petite capacité, on obtient maintenant un truc qui fait du style ceci. Puisque vous êtes à peu près à la même chose. 10 et 10. Ok? Toujours dans le positif. Donc on a toujours ici un circuit qui est inductif et non capacitif. Donc si on fait l'équivalence en module, c'est égal à quoi? Ben, 100 racine de 200, on doit avoir combien? On doit avoir 14,5, un truc de style, à peu près. 14,4 avec un angle d'à peu près 45 degrés. À peu près. Ok? Ça va être 47, 48 degrés, oui. C'est ça? 48 degrés. Voilà. Ok? Ça, c'est votre impédance en réel, en polaire, pardon, en rectangulaire, en polaire. Toujours, évidemment, unité, équation dimension, important, en ohms. Ok? Dès le moment où vous avez ça, vous savez calculer normalement le courant. À savoir, ce sera quoi? Ce sera égal à U divisé par Z. Donc ce serait égal à 140, 0 degré, divisé par 14,4 à à 48 degrés. D'où ce sera égal à 10 avec un angle, donc 10 ampères, avec un angle de moins 48 degrés. C'est à peu près ça, hein? Oui, enfin, c'est ça, oui. Ok? Est-ce que vous avez vu, par rapport à notre courant tout à l'heure, on avait combien tout à l'heure en courant? 3 dans le plus. Une simple petite capacité en plus. Toute petite capacité. Vous avez vu comme votre courant part en flèche? Donc là, il faut vraiment commencer à faire attention. Ça, c'est important justement dans le cadre des électroniciens. Parce que le moindre petit paramètre un peu foireux qui peut apparaître, du style une capacité intempestive, et vous pouvez voir apparaître des choses très bizarres dans votre circuit. D'où, plus vous allez avoir une microélectronique, plus vous allez avoir une électronique importante, où la fréquence va intervenir, plus vous allez constater des choses bizarroïdes, des variations intenses dans votre circuit de base. Il faut faire très attention à ça. Vous serez beaucoup plus sensible à ça que justement en tant qu'électronicien ou en tant qu'électricien. Parce que justement, l'électricien, lui, c'est plus l'énergie, et en général, on travaille à 50 Hz. On travaille rarement dans des plus hautes fréquences. C'est moins vrai avec l'électronique de puissance, mais dans l'ensemble, on travaille rarement au-dessus de 50 Hz. Quand on commence à travailler en gigahertz, on va s'apercevoir, avec le temps, que des selfs peuvent se comporter comme des capacités comme des selfs. Tellement, vous allez arriver dans des conditions très particulières d'un point de vue technique. Ok? C'est important de comprendre, de voir l'implication que ça a. C'est ça que j'ajoute toujours, en regardant le circuit de base, j'ajoute simplement un petit circuit complémentaire, parce que 100 microfarad, c'est rien du tout. Faites 100 nano, vous allez voir ce que ça va avoir comme influence. C'est assez étonnant.
ne le faites pas, on va faire un autre exercice, mais vous allez voir qu'effectivement, ça va faire varier les choses. Comme, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez 100 nano? Vous allez avoir quelque chose ici, 100 nano, ce sera 1 sur 10 exposants moins 9. 10 exposants 9, si vous repassez de l'autre côté, ça fera 10 exposants 9. Là, par contre, on va avoir quelque chose qui va être complètement négatif et qui sera complètement dans le capacitif, mais avec des valeurs beaucoup plus intenses. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un courant qui sera encore bien supérieur. Monsieur, Alors que la petite capacité, alors que c'est une toute, je termine, alors que c'est une toute petite capacité de rien du tout. 100 nano, c'est rien. C'est un truc qui traîne dans votre circuit et qui fout le bordel. Je vous écoute. comment vous retrouvez le 14,4 ohms? Je sais déjà plus le Z. 14,4 ohms. Donc, racine carrée, Oui. racine carrée, au carré, et puis racine carrée. Et c'est pas compliqué. 100, 10 au carré, ça fait 100. 10 au carré, ça fait 100, à peu près 121. 100 plus 121, ça fait 220. Racine de 200, c'est à peu près 140, quoi. À peu près. De nouveau, c'est un gros slouche, hein, ce que je vous donne. Si vous faites le calcul de manière plus précise, vous ne serez peut-être pas à 14,4, mais vous serez peut-être à 13, quoi, ou à 15, je ne sais rien. Ici, c'est une approximation, évidemment. De prime abord, pour vous montrer l'exercice au tableau. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un génie, je sais simplement, il y a des valeurs de référence que j'ai, évidemment. Ok? Bon. On va faire encore une petite photo que je vous mettrai dans la vidéo. Alors, hop. Vous êtes le seul prof parmi tous les profs à calculer des Z comme ça pour avoir une valeur approximative, et je trouve ça pas plus mal parce que ça évite de bête pour utiliser la calculatrice tout le temps. C'est un petit peu ce qui me gêne, c'est qu'on utilise beaucoup trop facilement les machines à calculer. Et c'était déjà valable il y a 30 ans d'ici. Et il y a 30 ans quand j'ai fait mes études. Et on a malheureusement, on perd cette habitude de calcul mental. Or, dans le monde dans lequel on vit, calcul mental et retenir des codes par cœur, c'est important. Parce que les GSM sont là pour nous aider et finalement, on ne se sert plus de notre mémoire. Il y a 20 ans d'ici, je connaissais en 250 numéros de téléphone sans problème. Si on connaît encore 10, c'est beaucoup. Simplement par paresse intellectuelle. Et ça, c'est pas bon, ça. Donc, je me force pour mes cartes de crédit, mes cartes bancaires, etc. J'ai chaque fois un code différent en fonction de la carte. Pour entretenir les neurones et se dire, ah oui, c'est telle carte pour telle chose. Ça permet aussi de ne pas payer avec la bonne, quand on a plusieurs comptes, de payer avec la bonne carte, quoi. Mais c'est effectivement, c'est un jeu de l'esprit. Mais entraînez-vous bien ça avec, tant que vous continuerez à entretenir les neurones, ils seront là. Il n'y a rien à faire, ne sus que si on ne s'en sert pas. C'est pour madame, pour éviter qu'elle n'aille dans les autres. On a accès à tout. C'est 50-50. Ça, à ce niveau-là, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Et de toute façon, elle me laisse gérer entièrement tout, donc c'est beaucoup plus simple pour elle, évidemment. Tant qu'elle sait que quand elle va faire ses courses, si elle a envie de faire des courses, il y a de l'argent sur les comptes, elle s'en fout. Et comme c'est moi qui fais les approvisionnements, c'est moi qui cuisine, etc. Donc forcément, ça lui enlève une grosse épine du pied et ça me permet de voir un peu les choses différemment. Mais toujours est-il, franchement, les chiffres, essayez toujours d'avoir une vue d'ensemble des chiffres. Donc l'équation de dimension, première chose, donc savoir effectivement des ohms avec des ohms pour bien comprendre. Et alors, de prime abord, avoir toujours une idée, un ordre de grandeur de ce que vous voudriez trouver. Pour justement analyser, parce que si vous mettez une valeur comme ça par défaut, ah ma machine elle a dit que c'était autant, il faut imaginer, est-ce que le chiffre qu'elle vous donne est censé. Et ça c'est primordial dans des praticiens, surtout dans les métiers techniques comme le vôtre, il n'y a rien à faire. Un pont, il va tenir ou il ne va pas tenir. Vous trompez d'une virgule, votre pont il s'écroule. Hein. Je parle pour la fabrication d'un pont. Là, il y aura des morts. Dans votre cas, il y aura peut-être des morts dans 6 ans parce que vous êtes trompé peut-être dans un rapport 1/6, que vous avez développé une carte électronique un peu spécifique qui, dans certains cas, justement, va réagir bizarrement et va provoquer des explosions un peu partout en Belgique. Ou ailleurs. Ben oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu passerais dans le média, mais pas pour inventer le... Ouais, exactement. Ben oui, tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, essayez. Ok. Alors, première chose, comme tout à l'heure, ça va être de calculer l'impédance équivalente. Ok? Impédance équivalente, ce sera quoi? Z égale partie réelle 10 plus J, ok?
Alors, on doit prendre à ce moment-là, première chose, pour L, ce sera oméga L. On va peut-être le calculer, l'oméga. Oméga, ça vaut combien? C'est 2 pi fois 1000, c'est 6283. Ce qui est logique. 314 fois 2000. Bon. Ensuite, 6283 fois quoi? Fois 1. Ok? Donc 6283 moins 1 sur... 6283 fois 2 exposants moins 6. C'est ça. 6283. 6,283 fois 10 moins 3. Si on le remonte, plus J fois 6283, on le remonte, ça fait 1 sur 6, ça nous fait 0,15 fois 10 exposé en 3, moins 1 sur... ça fait à peu près donc 0,15, ça nous fait à peu près 150, je pense. Ça nous ferait 6000 à peu près. 124, c'est juste. Ouais, à peu près. Égale 6124 plus J égale 10. Le tout en ohm. OK? Étape suivante. On calcule Z en faisant la séquence de l'expression carrée plus 6124 carré. Oui. Donc on va tourner dans les 6000. À peu près, oui, c'est pas aberrant. Un petit peu plus normalement, mais c'est effectivement cet ordre-là. Oui, c'est ça, 6124, avec un angle de... De 89,9 degrés. Forcément. Puisqu'on a quelque chose qui est excessivement grand par rapport à quelque chose qui est... Donc finalement, ici, la résistance, vous voyez qu'elle est dérisoire par rapport à tout le reste, simplement parce qu'on travaille en 1 kHz. Vous auriez travaillé en 50 Hz. À ce moment-là, on avait tout qui chutait. Et on a quelque chose ici qui commençait à ressembler à quelque chose de beaucoup plus petit, évidemment. Oui. C'est quoi que vous venez d'expliquer ici? Henri, on est d'accord, c'est extrême. C'est grand, effectivement. Mais ça ne change pas grand-chose, fondamentalement. Ce qui change ici, c'est ça en fait. Hein. C'est 1000. Hein. Vous êtes à 1000 Hz, pas à 50. Et un générateur à 1 kHz, c'est rien. Quand vous allez commencer à travailler dans les ultra hautes fréquences ou dans les hautes fréquences, vous serez en méga ou en gigahertz. Donc vous imaginez les valeurs d'impédance que vous allez obtenir quand vous ferez des circuits équivalents avec des petites, même avec des petites inductions, quoi. Ok? Et même avec des petites antennes, des petites boucles. Ouais. Vous allez voir que ça va directement exploser dans les chiffres. Ok? Donc maintenant le principe, I égale à 220 sur 6124 égale 36 milliampères avec un angle de 90 degrés. Donc c'est la fréquence qui est influencée. Ok? La fréquence dans ce cas-ci est primordiale. Et j'ai essayé de faire une petite pirouette, mais j'ai oublié de faire un truc. On verra ça la fois prochaine avec les filtres. On verra que, en fait, de temps en temps, et ça, on fera l'évaluer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en fonction de la fréquence? À un moment donné, vous allez avoir un contrebalancement entre quoi et quoi? Entre ça et ça, puisqu'il y a du moins. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Vous allez arriver à une valeur qui vaut l'autre valeur. Ça va donc annuler, et vous allez obtenir l'équivalent à une certaine fréquence de ceci qui vaut 0, qui vaut à bout de fil. L'un va annuler l'autre. Et vous allez obtenir, à ce moment-là, un circuit qui ne sera plus que résistif à cette fréquence particulière. Ouais. C'est un filtre. Ok? Il y en a un, plus vous augmentez la fréquence, plus l'impédance va augmenter. L'autre, plus vous augmentez la fréquence, plus l'impédance va diminuer. Et à un moment donné, elles vont se rencontrer. C'est ce qu'on appelle quand les deux fréquences se rencontrent au niveau du filtre. Inversion de phase ou un truc comme ça. Il y a une inversion de phase, effectivement. Et c'est quoi la fréquence de... Je sais pas.
Résonance. Vous avez déjà entendu parler de la fréquence? Non. D'accord. Vous êtes sûr que vous avez eu un cours d'électricité? Vous n'avez pas vu les filtres? Sérieusement, les circuits RLC, vous les avez vus quand même. Ça, les circuits, l'association, etc. Je pense bien que c'est dans le cours de monsieur. Monsieur Martin. Alors, 76, puisque c'est le même support que j'utilise, donc, qui a été fait par mon illustre collègue précédent. Enfin, 79 maintenant, parce que c'est cette structure suivante. Voilà. Soit j'ai des lacunes. Oui, non, mais bon, J'ai réussi pas de souci. par défaut. Oui. Donc ça ne vous dit rien, ça, les associations RLC, non? D'accord. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Bref. 16h42.